Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, une meilleure santé pour l'hôpital Aristide Le Dantec. Le collectif des syndicats du dit hôpital s'en réjouit et pose ses conditions. Pour ce collectif composé de 6 syndicats, son implication dans les différentes phases de reconstruction du vieil hôpital est non négociable. À suivre le compte-rendu de Mme Abdougaï Kassé dans ce journal. Dernier rapport de l'OFNAC, on en reparle dans cette édition. Les enquêtes ont encore épinglé beaucoup d'hommes politiques. Les Sénégalais ont-ils l'habitude de signaler des actes de fraude ou de corruption négatifs selon les citoyens interrogés? Le manque de suivi de ces rapports donnés comme argument. Reportage à suivre tout à l'heure. Forêt classée de Mbao, l'insécurité règne en maître. Le lieu, désormais refuge du grand banditisme, inquiète les ouvriers d'une entreprise sur place. L'État interpellé pour plus de patrouilles dans cet endroit. Suivre le reportage de notre correspondant dans la banlieue dakaroise, Boudal Ndiaye, dans ce journal. Et puis, Dubaï porte à Poti. Plus aucun doute, des Sénégalais en sont victimes selon l'ONG Jamra. 12 de nos concitoyens sont d'ailleurs entre les mains de leurs bourreaux à Dubaï. Mamar Targué, qui dresse une liste, annonce aussi l'assurance du chef de l'État pour le rapatriement de ces Sénégalais. À suivre ces précisions tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le collectif des syndicats de la santé d'Aristide Le Dantec se réjouit de la volonté de l'État du Sénégal de remettre à neuf cet hôpital. Il pose néanmoins un certain nombre de conditions. Dans son mémorandum, le collectif exige de solides garanties. Mme Abdougaï Kassé a assisté à leur assemblée générale de ce matin. Compte rendu. Le jardin de l'hôpital Aristide Le Dantec a refusé du monde. Le collectif des syndicats de la santé et de la structure veut des éclaircissements sur un certain nombre de points concernant le projet de reconstruction de l'hôpital qui va débuter en septembre prochain. Le collectif exige que le personnel de l'hôpital ne soit pas délocalisé durant la phase de reconstruction et sous aucun prétexte. Le deuxième point, nous voulons de solides garanties sur la prise en charge salariale du personnel durant la reconstruction. Nous rappelons au passage que dans ce personnel, il s'agit essentiellement des contractuels, des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, des aides infirmiers, des assistants infirmiers, et la liste n'est pas exhaustive. Dans le mémorandum qu'il va remettre au directeur de l'hôpital et aux autorités de la santé, le collectif s'oppose à tout arrêt des soins durant la phase de reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec. Ce n'est pas tout, il fait également un appel du pied au président de la République en lui demandant de généraliser les travaux sur toute l'assiette foncière de l'hôpital et non pas uniquement sur les 3 hectares de superficie retenus jusqu'ici. Nous aurions souhaité que notre hôpital soit construit sur l'ensemble de la superficie de l'hôpital. On nous a promis 3 hectares, mais nous faisons une demande solennelle au président de la République, son Excellence Macky Sall, pour qu'il puisse nous construire notre hôpital sur la totalité de notre site, car cela répondrait aux exigences du monde nouveau. Car je rappelle au passage que l'hôpital Aristide Le Dantec doit dans l'avenir pouvoir faire des transplantations rénales, des transplantations hépatiques, des soins qui sont dispensés à l'étranger et dont les compétences sont ici. Nous avons des professeurs de médecine aguerris, nous avons un personnel qualifié. Et je pense que ce qui se fait à l'étranger, nous devons être capables de les faire ici. Le collectif exige également son implication dans le processus de la reconstruction de l'hôpital. Le point suivant est une intégration non négociable du collectif des syndicats que nous avons constitué, aussi bien dans le comité de pilotage, ainsi que dans le comité technique, dans les différentes phases des études, mais également dans la phase de reconstruction de l'hôpital, que nous voulons par phase.
Le collectif des syndicats de santé de l'hôpital Aristide Le Dantec dit espérer que cette nouvelle promesse de reconstruction ne sera pas un vain mot comme celle précédente. Toutefois, pour cela, il souhaite que la reconstruction soit adossée au projet proposé à son temps par l'ancienne ministre de la Santé, Awa Maricol Seck. Et pendant ce temps, les habitants de Falok, un quartier au cœur de Mbour, disent non à un nouveau lotissement de leur localité qui, d'après eux, a déjà été lotissé depuis déjà une dizaine d'années. Le maire est accusé par ces populations qui promettent de faire face. Muntaga Khan, reportage. La colère des populations de Falok est à son paroxysme. Chaque manifestant tient à prendre la parole pour exprimer son désarroi. Pour eux, il n'est pas question, après plus de 10 ans, de laisser les autorités municipales opérer un nouveau recensement. ci maire yi fi nekkoon maire buñ ci mës a waxal da nga naan mënuñoo lotissé day dëkk parce que domaine de l'État la ñun ñu daal di bind les maires qui ont eu entre les mains ces dossiers ont refusé de lotir les lieux, disant qu'il s'agit d'un terrain appartenant au domaine de l'État. On a fini par rencontrer le chef de l'État d'alors, Abdoulaye Wade, lui-même qui nous a cédé par décret le terrain de Baïdek et 75 hectares sur les lieux que nous occupons actuellement. Tout a été fait dans une parfaite transparence, au vu et au su de tous. C'est le gouverneur de la région qui a supervisé les travaux avec l'assistance du préfet et de tous les services techniques de l'État. Le résultat du lotissement a été ramené au maire, au préfet et au gouverneur qui l'ont tous approuvé. On ne peut pas comprendre que cette nouvelle équipe veuille reprendre le travail déjà fait. On n'a pas du tout confiance en eux. Les manifestants qui ont empêché la mission de prospection de la mairie de travailler promettent de ne pas reculer d'un iota. Nos incessants efforts pour avoir la version de la mairie n'ont pas été couronnés de succès. Et je vous le disais tantôt, la forêt classée de Mbao est devenue refuge du grand banditisme à Dakar. Des sans-abri y ont élu domicile. Les ouvriers qui travaillent dans une entreprise de la place sont au quotidien exposés à l'insécurité. Ils interpellent l'État pour plus de patrouilles pour sécuriser ces lieux. Boudan Diach y a fait un tour, reportage. Située en plein cœur de Mbao, la forêt qui a été immatriculée au nom de l'État en 1908 est classée le 7 mai 1940. Cette forêt, jadis considérée comme le poumon vert de Dakar, est devenue le refuge des malfaiteurs. Sambaba et ses amis travaillent dans une entreprise chinoise située à l'intérieur de la forêt. Mais pour lui, travailler dans la forêt de Mbao est un grand risque. Mais la forêt ici, c'est très dangereux. Même nous aussi, nous n'avons pas le droit, certaines heures, de prendre ici la voie pour rentrer. C'est très dangereux. Même le tenue, s'il ne porte pas le tenue, les voitures aussi ne s'arrêtent pas. Pour ces ouvriers, rentrer chez soi après le boulot à une certaine heure de la journée est trop risqué. Ça veut dire que la forêt est très dangereuse. Certaines heures, tu n'as pas le droit de passer ici pour rentrer. Beaucoup d'ouvriers ont quitté à cause de l'insécurité. Même nous qui sommes restés, nous avons demandé à nos patrons de prendre en charge notre sécurité, nous amener à manger et à boire, sans pour autant qu'on se déplace au sein de la forêt. Comprendre. Quand nous sortons ici, on est obligé d'être en groupe de 7 personnes au moins pour pouvoir traverser cette forêt. Sinon, nous risquons nos vies parce qu'il y a trop de voyous. La police organise des patrouilles au sein de la forêt, mais cela semble insuffisant pour ces travailleurs. La police, même en ce moment-là, ils ont ici, partout, de vérifier les gens. Parfois, quand nous sortons du chantier, il nous arrive de rencontrer la police. Tout dernièrement, nous avons été arrêtés par des policiers. J'étais le seul qui détenait ma carte d'identité nationale. Les autres qui n'en avaient pas ont tous été conduits au commissariat. Ils ont d'ailleurs passé la nuit là-bas. Dans cette forêt classée de Mbao, des sans domicile fixe y habitent et la plupart sont des grands bandits. Il y a des campus à l'intérieur des forêts. Les gens habitent là-bas pour la nuit ou bien si la rue est un peu
aéré, il sort pour lui faire leurs besoins. Jadis réputé comme étant le poumon vert de Dakar, est devenu le refuge du grand banditisme. Depuis quelque temps, de multiples agressions sont notées. Les riverains et les travailleurs qui sont au sein de cette forêt de Mbao dénoncent les agressions fréquentes dont ils sont victimes. Et les rapports 2019, 2020 et 2021 de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption accablent beaucoup d'hommes politiques, prétexte pour la rédaction d'interroger les citoyens s'ils ont ou non l'habitude de dénoncer des actes frauduleux ou de corruption auprès de l'OFNAC. La réponse est non pour ceux rencontrés par notre reporter. Ces citoyens avouent n'y trouver aucun intérêt parce que ces rapports sont toujours sans suite. Le reportage signé Ami Diouf et Barasso. Fraude et corruption, des actes à dénoncer, mais la population n'a pas cette culture de la dénonciation auprès de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Se rapprocher de ces institutions est une perte de temps aux yeux de beaucoup. C'est le cas de Thierno Gueye. Quand nous avons des choses à dénoncer auprès de l'OFNAC, est-ce que ces derniers nous donneront une importance? Je ne pense pas. Des fois, nos paroles ne comptent pas auprès de ces institutions. Amadou Diop partage cet avis. Il salue le travail de l'OFNAC, mais n'en voit pas l'utilité. Car, dit-il, c'est toujours sans suite. La population sénégalaise a l'habitude d'être OFNAC. Nous n'avons pas cette habitude parce que déjà, les rapports qui accablent certains hommes politiques sont sans suite. Les Sénégalais se sont découragés. Ils n'ont plus confiance à ces institutions parce qu'ils se disent que ça n'en vaut pas la peine. Les Sénégalais sont découragés. Ils sont découragés complètement pour OFNAC parce que ce n'est pas la peine. À côté de lui, son collègue de travail, Tchalaou Sarr, la soixantaine, il soutient que la population ignore même le rôle de l'OFNAC. S'ils faisaient bien leur travail, les gens allaient les connaître comme ils connaissent les autres institutions de la République. C'est ça le problème. Les rapports des années 2019, 2020 et 2021 de l'OFNAC épinglent beaucoup d'hommes politiques sur des pratiques de fraude et de corruption, des conclusions et recommandations qui restent souvent sans suite. 12 Sénégalais victimes de l'affaire Dubaï Porta-Potty et qui se trouvent actuellement dans cette région du monde auraient été localisés par l'ONG Jamra. Résultat des investigations des correspondants de cette ONG. Selon son vice-président qui donne l'information, le chef de l'État Macky Sall a d'ailleurs donné des assurances pour le rapatriement de ces Sénégalais. Mamar Targuey au micro d'Abdourahmane Ly. Ce qui nous a pris, c'est les Sénégalaises de bonne foi, les Sénégalais de bonne foi qui ont été piégés. C'est cela qui a été la teneur de notre long entretien. Et j'en remercie le président Macky Sall. De 20h à 23h, il a donné tous les éléments. Il a eu la même réaction que nous. Il scandalise. Alors maintenant, au terme de notre entretien, il m'a fait comprendre qu'il va en urgence me mettre en rapport avec une autorité de l'État. Je ne peux pas vous dire quelle autorité, pour que nous puissions travailler ensemble dans le cadre d'un partage d'informations. Parce qu'en fait, nous avons des informations que l'État n'a pas. La preuve, dès ma sortie d'audience le lundi 9, le lendemain, mardi 10, nous avons pu, grâce à la perspicacité de nos deux correspondants à Dubaï, qui m'ont donné 5 Sénégalais, qui m'ont parlé au téléphone, parce qu'ils n'ont pas de téléphone pour parler. Il leur a donné leur téléphone. Ils m'ont parlé, ils ont confirmé la situation de maltraitance. Mes partenaires qui sont à Dubaï ont poursuivi leurs investigations. Et il y a eu 7 compatriotes supplémentaires qu'on a pu localiser. Ça fait donc 10. Alors donc, Inch'Allah, dès la fin de la semaine, je reprendrai contact avec le président. Je le remettrai en main propre, sans intermédiaire, au président de la République, qui, en partenariat avec l'autorité diplomatique des Émirats, vont prendre toutes les dispositions pour leur préparer des sauf-conduits diplomatiques afin de pouvoir les exfiltrer, les mettre dans un avion et les amener. Retenez également sur ce dossier Dubaï Porta-Potty Mamar Targuey qui dit avoir eu au téléphone les autorités consulaires des Émirats arabes unis, a expliqué qu'elles sont prêtes à collaborer avec l'ONG Jamra pour régler définitivement ce problème.
Législative 2022, le CNRA, en collaboration avec la Convention des jeunes reporters du Sénégal, a organisé un atelier de capacitation sur la couverture médiatique des prochaines législatives. Atelier qui a permis à des journalistes de Louga, Matam, Podor et Saint-Louis d'échanger sur les difficultés et leurs obligations pour assurer une bonne couverture médiatique de ces élections pendant, avant et après, ces joutes électorales. Momar Alisnian pour plus de précisions. Renforcer les capacités des acteurs de la presse en vue de la couverture médiatique des élections législatives à venir, tel est l'objet de l'atelier initié par le CNRA en partenariat avec la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Organisé à Saint-Louis, cette rencontre a vu la participation de journalistes venus de Louga, Matam, Podor et Saint-Louis. À l'orée des élections législatives du 31 juillet, comme à notre habitude dans ces moments cruciaux de la vie de la nation, le CNRA a entrepris donc cette tournée avec la Convention des jeunes reporters pour échanger sur les fondamentaux d'une bonne couverture de campagne électorale, aussi bien sur les normes que sur notre rôle attendu de la surveillance du scrutin pour contribuer à sa transparence. Il importera pour vous de vous inscrire dans une dynamique d'indépendance, de neutralité, de responsabilité, mais surtout de pluralisme, de s'éloigner de tout ce qui peut être la manipulation, de s'éloigner de tout ce qui peut être du parti pris. Les journalistes, très ravis de cette initiative, en appellent également à plus de professionnalisme pour répondre aux attentes des populations. C'est des moments où les tensions se cristallisent, on note beaucoup de violence. Donc prudence afin de pouvoir faire parvenir les informations aux citoyens et permettre à tout un chacun, à tout Sénégalais, d'exercer son droit à l'information. Après Thiès et Saint-Louis, Ziguinchor, Kaolack et Tambacounda vont également recevoir les délégations du CNRA et de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Justement, la presse au banc des accusés, le métier de journalisme bafoué, une presse infiltrée. Alassane Samba Diop et Mamoudou Ibra Kane condamnent cette situation et invitent leur père à plus de responsabilités. Les deux journalistes étaient invités par l'école JICOM pour parler de leurs ouvrages. Les précisions avec Alunso. Ces échanges entre professionnels des médias et étudiants en journalisme ont duré presque 3 tours d'horloge en cette période où la presse sénégalaise est en ébullition. Alassane Samba Diop se veut clair, il est temps de revenir aux fondamentaux et réguler le milieu. Je pense que la façon de faire le métier au Sénégal est de plus en plus menacée, qu'il faut revenir aux fondamentaux. Pour moi, les fondamentaux, c'est de respecter les règles d'éthique et de déontologie et d'exercice de la profession. Un journaliste doit avoir comme sacerdoce de faire son métier selon les règles de l'art, avec ce qu'on appelle la vérification de l'information, le recoupement et le travail fondamental. Moi, je pense que c'est important. Sinon, on est envahi par des gens qu'on appelle les influenceurs, même si ce n'est pas l'atmosphère. L'État du Sénégal, avec la régulation, doit faire... Une corporation infiltrée. Des problèmes pour auditeurs et téléspectateurs de distinguer le journaliste du non-journaliste. Le directeur général liste les responsabilités qui incombent aux professionnels. Tant que le journaliste veille à exercer son métier convenablement, les chroniqueurs, comme on les appelle, ils existeront, mais je pense que le public saura distinguer le bon grain de livret. Et la responsabilité qui nous incombe également, c'est qu'on n'a pas le droit de donner un micro à n'importe qui. On n'a pas le droit non plus de faire passer quelqu'un pour un expert de tel ou tel domaine, et parfois même des domaines très pointus. Avec l'avènement de la presse en ligne et la montée en puissance du journalisme de populisme, les professionnels des médias sont interpellés. Ils doivent revenir aux fondamentaux tout en faisant respecter les règles qui régissent le métier.
c'est de simplifier les choses qui peuvent paraître. Des échanges et discussions entre Alassane Samba Diop, Mamoudou Ibra Kane et les étudiants de l'EGICOM. L'exercice du métier de journalisme était au cœur des échanges qui ont duré plus de 2 heures. Les étudiants qui se disent satisfaits de ces échanges ont listé ce qu'ils ont retenu de ces discussions. Leurs propos sont recueillis par Alun Sow. Le panel m'a été très fructueux parce que j'ai appris beaucoup de choses par rapport au journalisme qui, tantôt, je l'avais dit, que c'est un métier qui, même s'il ne tend pas à disparaître, c'est un métier qui est envahi par beaucoup de gens de nos jours. D'une part, on voit les influenceurs, d'autre part, on voit des gens qui se disent autodidactes. J'ai compris comment ça se passe, comment le métier est régi, quelles sont les choses à éviter dans ces métiers. Et que j'ai appris une chose très, très intéressante, c'est-à-dire qu'on n'entre pas dans ces métiers pour avoir de l'argent. On entre dans ces métiers avec la passion. Quand on n'est pas passionné, on ne peut pas faire ce métier. C'était un débat très pertinent. Je pense que tout le monde dans la salle a pu y bénéficier des connaissances qui ont été partagées aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup retenu des conseils que j'aimerais et je voudrais appliquer dans ma formation de journalisme, dans l'importance d'avoir des bonnes sources, des valeurs et aussi de respecter et d'avoir de la passion pour son métier. Parlons à présent de toute autre chose. Crise de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Osiwa et la plateforme des sages de l'Afrique à la recherche de solutions. La question du 3e mandat, les modifications de la Constitution sont aussi des questions au cours desquelles la plateforme compte se pencher. Le compte-rendu de Mamadoussi. La démocratie en Afrique de l'Ouest fait face à plusieurs difficultés. La plateforme des sages de l'Afrique de l'Ouest sous la direction de Goodluck Jonathan compte apporter son expérience pour mieux renforcer la démocratie dans cette partie de l'Afrique. La démocratie dans notre sous-région connaît quelques difficultés depuis quelque temps. Et c'est le rôle justement de cette plateforme des sages qui regroupe des anciens chefs d'État et des anciens premiers ministres qui ont été des acteurs clés des processus de démocratisation dans leur pays. C'est leur responsabilité de voir comment mettre à profit leur expérience pour contribuer au renforcement de la démocratie et contribuer à faire respecter les principes de la démocratie dans la région et contribuer aussi à ce que les voix de la société civile et d'autres parties prenantes clés du processus de démocratisation soient. Les constitutions dans certains États en Afrique sont de plus en plus modifiées. Pour y faire face, Osiwa et les membres de la plateforme des sages de l'Afrique de l'Ouest comptent interpeller la CEDEAO, les acteurs politiques, afin de régler définitivement cette question. Il y a un travail important qui doit être fait au niveau de la CEDEAO, notamment par rapport à son protocole additionnel qui mérite d'être révisé. Il y a un travail à faire au niveau des sociétés civiles de nos pays, mais il y a aussi un travail de plaidoyer à faire pour convaincre les gouvernants du bien fondé de la limitation des mandats et les amener à respecter leurs engagements. La démocratie, la question du 3e mandat, la stabilité politique dans les États de l'Afrique de l'Ouest, autant de questions sur lesquelles les acteurs vont se pencher. Face aux différentes crises, l'urgence selon les acteurs est d'apporter au plus vite des réponses. Et sur la limitation des mandats présidentiels, Ousmane Sonko réfute l'argument du chef de l'État pour le maire de Ziguinchor. L'argument de la lenteur des décaissements financiers des partenaires est insuffisant et ne tient pas la route pour le leader de PASTEF. Aucun pays ne s'est développé grâce à l'aide au développement. Ousmane Sonko au micro d'Assanba. Pour justifier son échec. Vous avez tous entendu le président de la République dire que les mandats sont très courts pour justifier son échec. Ces justifications sont honteuses pour un président de la République. Il dit que les mandats sont courts parce que nos bailleurs qui nous prêtent de l'argent
Leurs procédures sont très longues. Exemple, entre un prêt de 100 milliards et le décaissement, c'est trop long. Ça veut dire qu'il passe tout son temps à emprunter de l'argent. Est-ce que les procédures internes sont lentes? Ce que tu dois faire pour que tout marche, pour que ça génère d'impôts, tu ne le fais pas. Tu attends tout des emprunts et les procédures pour le décaissement sont longues. Alors tu dis que le mandat de 5 ans ne suffit pas. Donnez-moi un mandat de 10 ans. Vous croyez que c'est un raisonnement acceptable? Donc on est venu à Ziguinchor pour expérimenter un autre modèle. Ça va réussir si les Ziguinchorois s'engagent pleinement. Comme je le dis à l'échelle étatique, notre développement, ce n'est pas la France, les États-Unis ou la Banque mondiale. Il faut être des partenaires. Chez eux, c'est leur patriotisme qui a fait qu'ils sont les premières puissances et pas des emprunts. Partenaires. waaye nag yàlla bay sa tool de soo demee seen dëkk seen fulla seen détermination seen patriotisme moo tax ñu egg fii waaye du xaalis bu ñu leen lebal. L'actualité, c'est aussi l'Union européenne qui célèbre la quinzaine de l'Europe sous le thème Jeunesse au présent à Moulbaï. Pour ce choix, l'Union européenne veut insister sur l'importance que la jeunesse représente pour un continent. La ministre des Affaires étrangères a pris part à cette cérémonie. Le compte-rendu de Mme Saïna Boubab. La jeunesse à l'honneur de la célébration de la quinzaine de l'Europe. Pendant 15 jours, l'Union européenne compte fêter son anniversaire sous le thème « Jeunesse au présent à Moulbaï ». Pour justifier le choix de ce thème, l'ambassadrice de l'Union européenne estime que les jeunes représentent la force motrice pour faire évoluer le continent africain. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est l'espoir. Un continent jeune comme l'est l'Afrique, c'est un continent fort. Nous croyons profondément à cet agenda positif qui consiste en misant sur le potentiel d'un continent avec une population avec un tel potentiel d'énergie, d'innovation, de créativité, d'adaptabilité pour avancer en direction de ses ambitions. En croire le ministre des Affaires étrangères, le Sénégal gagne beaucoup de son partenariat avec l'Union européenne. L'Europe est un partenaire indispensable pour l'Afrique. En atteste la stratégie européenne pour le Sénégal 2018-2023 qui, avec une allocation budgétaire commune indicative de 750 millions d'euros, a fait de l'Union européenne et de ses membres les premiers partenaires au développement du Sénégal. On pourrait aujourd'hui dresser le bilan élogieux de notre coopération qui a produit assurément des résultats substantiels et bien visibles. Pour preuve, l'enveloppe globale de 347 millions d'euros accordée au titre du programme indicatif national pour la période 2014-2020 aura permis notamment d'améliorer sensiblement les conditions de vie de nos populations les plus vulnérables. La jeunesse a été au cœur du débat de la quinzaine de l'Europe. L'Union européenne s'engage à soutenir les initiatives et actions du Sénégal, notamment pour la création d'emplois et d'insertion des jeunes. À présent, cette actualité sportive, la Ligue africaine de basketball et Envol City ont signé ce matin un accord de partenariat. Les deux parties ont un objectif en commun, vendre la destination Dakar à travers la balle orange. C'était en présence de Saïkou Seydi et Serine Salioudem. Compte rendu. La Ligue africaine de basketball et Envol City se sont donné la main pour vendre la destination Dakar. Les deux parties n'ont pas révélé les termes du contrat, mais Galofa, le président de la balle, promet une grosse visibilité à son nouveau collaborateur. C'est l'opportunité de présenter ce projet d'Envol City. Je ne parlerai pas seulement à l'Afrique et à sa diaspora, mais à travers tout le monde, parce que nos compétitions et notre ligue a de la visibilité dans 215 pays à travers le monde, à travers les diffusions dans des chaînes comme ESPN ou Canal+, beIN Sport, NBA TV, et aussi en Afrique sur DSTV et Supersport à travers ce partenariat avec ESPN. Après seulement 2 saisons, la BAL est devenue l'une des ligues de basketball les plus suivies au monde. Galofal veut désormais donner plus de place aux structures locales africaines dans cette organisation. C'est vrai que depuis le début, le lancement de la ligue, nous avons attiré des partenaires de classe mondiale, comme on l'a dit, avec Nike ou Brand Jordan, Visit Rwanda ou New Fortress Energy.
etc. Mais pour nous, il est extrêmement important d'avoir des compagnies privées africaines qui partagent cette vision que nous avons. Pour Mokhtar Thiam, directeur général de Envol City Diamniadio, la Basketball Africa League est le meilleur moyen pour montrer le visage radieux de Dakar. BAL est un produit mondial, une exposition qui va nous faire connaître de par le monde. C'est ça nos attentes, c'est de faire connaître notre produit, de faire connaître Dakar, de dire qu'il y a de la qualité, que ce qu'on fait est de classe mondiale, et que cela soit le message que BAL puisse nous permettre de transmettre au monde entier. Après les étapes de Dakar et du Caire, la Basketball Africa League va déposer ses balichons à Kigali pour les playoffs prévus du 21 au 28 mai. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Envol City Diamniadio prévoit d'organiser une fan zone dans la capitale rwandaise. L'actualité ailleurs, la Guinée d'abord, où l'ancien président Alpha Condé et plusieurs autres personnalités visées par une information judiciaire pour assassinat. L'enquête est ouverte pour des faits présumés d'assassinat, d'actes de torture, enlèvement et viol, précise le parquet de Dixine. Ces faits remonteraient de la période du référendum et des législatives de mars 2020 et lors de la présidentielle d'octobre de la même année. Le procureur général a agi suite à l'action engagée en janvier 2022 par le Front national de défense de la Constitution. À noter aussi que les organisations de défense des droits humains dénonçaient la dérive autoritaire de la présidence d'Alpha Condé dans ces dernières années. Au Togo, une attaque terroriste dans le nord du pays a fait 8 morts, créant le choc et la consternation chez les populations. Ce 11 mai, des hommes armés ont pris pour cible le poste de sécurité de Pinkan-Kandi à la frontière avec le Burkina Faso. Une attaque d'une violence extrême qui a secoué toute cette région des savanes. Le gouvernement a appelé les populations à une étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour dénoncer tout acte ou individu suspect. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'ITV.